Toi qui nous regardes, je te salue et j'ai quelque chose à te dire. T'as pas l'impression aujourd'hui souvent qu'on nous ment? Ah oui, franchement, la vérité, elle se cache où? Parce que les gouvernements, les riches, les puissants, oserais-je dire, les malfaisants. Ah, tu vois les malfaisants? Comme ça. Serions-nous, si ça se trouve, dominés, embobinés, trompés par de puissantes et semi-occultes entités? On va se pencher sur tout ça. On va débunker aujourd'hui ensemble le complotisme. Bienvenue dans One Talk Show. On accueille comme d'habitude deux invités. Myriam Maté, tu es psychothérapeute et pasteur. Bienvenue. Merci. Et puis on accueille aussi Philippe Gonzalez, tu es sociologue avec une spécialisation dans le domaine des religions. Ça tombe bien. Bienvenue Philippe. Merci de m'accueillir. D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu définition. On entend parfois complotisme, parfois conspirationnisme. Est-ce que c'est la même chose? Et finalement, de quoi parle-t-on? Philippe. Généralement, ces deux termes sont utilisés de façon assez comme des synonymes. Et ça désigne des gens qui n'auraient pas confiance dans les institutions et qui chercheraient une vérité qui serait cachée à l'essentiel du commun des mortels. Oui. Une vérité qui ne viendrait pas par les canaux officiels. Mais il ne faut pas oublier aussi que complotisme, il n'y a personne qui se décrit comme complotiste. C'est souvent une catégorie qu'on utilise pour dégrader des personnes que l'on pense être, on va dire, crédules, faibles du point de vue cognitif. Et c'est plutôt un terme qui est utilisé pour faire une sorte de chasse aux sorcières, dans certains cas, il faut le dire, mais pour pointer un problème, je pense, pas forcément de la bonne façon. Et les gens qui, eux, sont décrits comme complotistes ont plutôt tendance à se décrire comme des lanceurs d'alerte. Oui, c'est ça. Donc, on voit tout de suite que c'est un terme qui est piégé. On peut dire que c'est une attitude qui est problématique, mais qui peut avoir des raisons qui sont, elles, bonnes. Donc, c'est une sorte de mauvaise réponse à de vrais problèmes dans la diffusion de l'information dans notre société. Merci Philippe. Pour aller un peu plus loin, tu as dit quelque chose d'intéressant. C'est vrai, très souvent, le complotiste, il se considère comme quelqu'un qui a compris, qui est éclairé, qui voit la vérité. Parfois même, et ça tu l'as bien dit, il s'appuie sur des éléments de vérité. Il peut s'appuyer sur des choses qui sont vraies, sur des faits. Alors finalement, comment est-ce qu'on peut démêler tout ça? Quelle part de vrai dans le complotisme? Je passe rapidement la parole à Myriam, je te laisse un petit bout tout à l'heure aussi. Comment démêler le vrai du faux, finalement, dans le complotisme, dans ces idées, ces thèses qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et autres? Alors c'est vrai que c'est pas évident de démêler le vrai du faux, et puis ça demande un peu finalement de temps aussi de prendre du recul, de chercher l'information à la source, d'essayer de voir d'où ça vient, qui nous a donné l'info, parce que parfois si on reçoit plusieurs fois par exemple des vidéos de gens qu'on estime, c'est vrai que ça pourrait nous faire croire que c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est justement vrai. Et voilà, si en plus on cherche un peu sur Internet, s'il y a plusieurs sites qu'on trouve qui aussi ont tendance à relayer l'information, ça va donner aussi du crédit et on aura aussi peut-être tendance à penser que c'est vrai. Alors après, c'est vrai que c'est important de pouvoir se dire, mais finalement, de lire aussi la presse, d'essayer de voir, de chercher dans les faits concrets, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est dit, et puis d'accepter que dans cette situation actuellement aussi liée à la pandémie, on ne sait pas tout. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais qu'il faut accepter finalement de ne pas toujours savoir l'origine, de ne pas tous savoir les particularités de ce virus, par exemple. Oui, c'est ça. Démêler le vrai du faux, Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? L'enjeu principal qui se cache derrière la question du complotisme, en fait, c'est la question de la confiance. Quelle confiance je peux accorder aux institutions de ma société? À qui je peux faire confiance? Et à quel moment je peux leur faire confiance? Et l'un des facteurs centraux, en fait, c'est que nos sociétés sont complexes. Je ne peux pas être simultanément un cardiologue, un sociologue, un athlète de très haut rang. Je dois choisir, je dois me spécialiser. Et donc, dans une société comme la nôtre, l'information, elle est fabriquée, elle est le produit, le résultat d'un mécanisme très très complexe. Il y a des institutions et la première chose qu'il faut identifier, c'est quelles sont les institutions qui nous rapportent des propos ou des informations qui ne vont pas toujours dans le sens de ce qu'on aimerait, mais qui sont vérifiées, au travers d'un mécanisme de critique et d'enquête approfondie. Oui, ça c'est intéressant. On va revenir sur la question de la confiance un peu plus loin. Juste peut-être, est-ce qu'on pourrait adresser un ou deux critères
objectifs le plus possible qui permettent d'être attentif à une tendance complotiste? Comment est-ce qu'on peut voilà, décrypter, débunker un peu quand il y a quelque chose, une idée Alors, le complotisme, moi je dirais que c'est une phase normale dans le développement d'une pensée critique. C'est une première phase. Le problème, c'est lorsque les gens restent bloqués dans cette phase. Et généralement, cette phase, elle arrive chez les adolescents. Les adolescents qui commencent à se dire que le monde n'est pas forcément comme les adultes leur ont raconté qu'il était. La réalité n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Ouais. Mais pourquoi ça reste un stade, on va dire, enfant ou dans une certaine mesure naïf? C'est que la pensée complotiste, elle va penser que derrière, en fait, cette torsion de la réalité, il y a un acteur malveillant, intentionnel, surpuissant. Et en fait, une pensée complotiste, elle se caractérise par une causalité unique. Il y a toujours le même agent, c'est toujours le même mal qui frappe et il est intentionnel. Alors qu'une pensée critique complexe, elle a conscience que vous pouvez avoir des mécanismes problématiques dans la réalité, mais qui sont liés à une multitude de facteurs qui vont s'agréger. Et que ce n'est pas forcément le produit d'une volonté, d'un projet. Alors, il peut y avoir des vraies conspirations, il peut y avoir des vraies collusions, mais seule une enquête approfondie peut pousser et peut démontrer jusqu'à quel point il y a eu conspiration. Donc, une manière d'identifier en fait une forme de pensée conspirationniste, c'est les gens qui ont une seule raison, une seule cause, pour décrire l'ensemble des phénomènes, et par ailleurs, ça les place dans une position qui est une position, on va dire, cynique et d'impuissance. Parce que ce qui caractérise le conspirationnisme, dans sa façon d'appréhender la réalité, c'est une position de dépolitisation, de refus de s'engager dans le travail en commun et des institutions. C'est une position cynique qui regarde le monde en spectateur de l'extérieur, en attendant que le monde finisse à la poubelle. Très fort, merci Philippe. Myriam, sur le plan psychologique, j'aimerais bien qu'on explique encore rapidement en quoi en fait le complotisme est attirant. Parce que, pour complémenter un peu ce que vient de dire Philippe, en quoi est-ce que c'est attirant de pouvoir répondre à des questions complexes dans le monde qui nous entoure par des thèses complotistes, des idées complotistes? Mais je crois que finalement notre cerveau, il n'est pas fait pour ne pas avoir de réponse, pour laisser seulement le hasard expliquer les choses. Et finalement, on a besoin de sens. Et je crois que tout le monde, c'est vrai, comme première étape, on a essayé d'aller voir soit dans les journaux, soit sur Internet, mais pourquoi, par exemple, cette pandémie nous arrive? Pourquoi, au début du printemps l'année passée, on nous disait, non, les masques, c'est pas important. Et puis, 6 mois plus tard, on nous dit, c'est essentiel et c'est indispensable. Et ça fait venir comme ça pas mal de questions. Et on a besoin d'aller plus loin et de trouver du sens. Donc, quelque part, ces théories-là, elles apportent une réponse un peu simpliste, peut-être au départ qui a l'air logique, qui donne un peu du sens, et puis un sens qui est différent de celui qu'on trouve dans les journaux. Et ça c'est justement quelque chose aussi d'un peu attirant, parce que justement, il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne nous sont pas complètement expliquées parce que ce n'est pas encore le moment par le gouvernement. Et alors ça c'est comme si ça crée un peu des zones d'ombre, et ces zones d'ombre, il y a le risque un peu que ça devienne un petit peu suspect, voire on nous manipule. Et alors ça risque aussi d'être d'autant plus attirant d'avoir une autre version de l'explication. On y pose des réponses qui ne sont pas avérées. Merci. Maintenant, j'aimerais un petit peu qu'on se penche sur une question peut-être un peu épineuse. Est-ce que finalement, la foi chrétienne et le complotisme, est-ce que ça fait bon ménage? Je vois déjà des sourires. Myriam, est-ce qu'on peut être chrétien et complotiste? Alors, je crois que oui. Personnellement pas, mais c'est vrai que j'ai rencontré aussi plusieurs personnes, même dans mon entourage, qui arrivent à allier les deux et puis qui arrivent à créer un peu du sens, et d'ailleurs qui croient vraiment en partie aussi à ces thèses. Et donc c'est aussi possible de croire en Dieu et puis aussi de se poser des questions sur la fin du monde, sur l'Apocalypse, sur ces thèses-là. Oui. D'ailleurs, en parlant de la fin du monde, on a un autre One Talk qui traite de ce sujet, pour ceux qui nous regardent sur la chaîne. Alors, Philippe, je ne veux pas t'ôter les mots de la bouche, mais dans la préparation de cette émission, tu as dit à un moment donné quelque chose. Bon, allez, tu as eu cette citation peu commune, « Dieu contrôle tout ». C'est complotiste de dire ça, non? Alors, Dieu contrôle tout, c'est une affirmation de la foi chrétienne, et même des fois monothéiste. Et on va dire que c'est religieux, ça peut devenir complotiste. Ça peut devenir complotiste à partir du moment où on pense qu'il y a une entité, cachée, malveillante,
Et on comprend que la figure de Satan, ou du diable, hein, puisse donner lieu en fait à certaines interprétations qui, elles, visent au complotisme. On l'a vu en fait très récemment, on l'a vu avec QAnon, qui est cette dérive extrême, cette théorie du complot qui frappe l'Amérique, qui a poussé des gens, notamment le 6 janvier lors de l'investiture, lors de la rencontre du Congrès et du Sénat pour ratifier le vote à une insurrection. Donc QAnon, c'est cette idée qu'il y aurait une cabale de pédophiles satanistes qui contrôleraient le monde, qui seraient liés à la fois des acteurs de Hollywood et puis aux démocrates. Ouais. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de drapeaux chrétiens, qui avaient un soutien fort, d'évangéliques notamment, du côté de Trump, des blancs évangéliques. Alors tous les évangéliques ne sont pas derrière Trump aux États-Unis. Il faut le dire aussi. Merci. Mais il y a quand même une frange, et ça a beaucoup inquiété des pasteurs évangéliques, notamment dans un grand magazine. Il y a une belle couverture dans Christianity Today, qui est un magazine évangélique. Il y avait des reportages importants sur des pasteurs qui ont vu en fait des croyants dans leur communauté, surtout pendant la pandémie, en fait se détacher de la communauté, plutôt passer du temps sur les réseaux sociaux, et là se montrer très ouvert à ces spéculations. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une idée de la fin du monde dans le christianisme, et chez les évangéliques ça a été beaucoup poussé, il y a eu beaucoup d'attentes en fait sur la fin du monde en lien avec ça, mais aussi on pourrait dire que c'est l'un des ravages créés par le créationnisme pur et dur, le créationnisme jeune terre, qui en fait a formé toute une génération d'évangéliques depuis les années 60-80, toute une génération d'évangéliques à ne pas faire confiance dans la science, en disant que cette science, en fait, la science de l'évolution, était une science séculière, athée, et donc du côté de Satan, alors qu'au contraire, le créationnisme serait, lui, la bonne science faite depuis un point de vue chrétien. Et ça a eu un impact très très fort dans les milieux évangéliques aux États-Unis. Très intéressant ça, où tu évoques effectivement là qu'est-ce qui amène en fait, qu'est-ce qui peut amener le chrétien à avoir des vues un peu complotistes. C'est intéressant. Peut-être est-ce qu'on peut adresser maintenant, bon tu l'as un petit peu évoqué là Philippe, mais c'est ça, les éléments de la matrice chrétienne, on avait vu ça en préparation, qui peuvent être favorables pour se faire séduire par des idées complotistes. C'est ce que tu as évoqué là en fait, tu as évoqué d'où ça vient. Il y a ça, il y a aussi le fait que dans la Bible, il y a un genre littéraire qu'on appelle l'apocalyptique. Oui, juste. On trouve ça dans le livre de Daniel, on trouve ça dans l'Apocalypse. Et c'est intéressant, le chapitre 13 de l'Apocalypse nous parle de la chute de la Grande Babylone, et au moment où l'Apocalypse est écrite, il y a un combat féroce qui se passe. C'est une persécution très très dure des chrétiens par l'Empire romain. Et la Grande Babylone, c'est une métaphore de Rome. Donc c'est un rapport en fait d'une communauté, d'une minorité religieuse qui est affrontée à un État qui s'en prend à elle. Et là, on comprend qu'il puisse y avoir un point de vue, on va dire, complotiste. C'est ça. Mais l'antidote dans le Nouveau Testament, à Apocalypse 13, c'est Romains 13. C'est l'apôtre Paul qui dit « Chrétiens, soyez soumis à vos autorités parce que, précisément, Dieu contrôle tout et il contrôle ses autorités pour votre bien. » Donc on voit que cette même idée de contrôle de Dieu peut, dans une certaine conception, pousser vers une lecture complotiste. Et dans certains cas, il y a des bonnes raisons de penser à un complot. Dans le cas des chrétiens persécutés par Rome au 1er siècle, il y a des bonnes raisons. Et d'un autre côté, ça peut être plus favorable et nous conduire les chrétiens à avoir confiance aussi dans les autorités en se disant qu'elles sont portées quand même par la volonté divine. En tout cas, c'est présent dans la Bible. C'est ça. Myriam, sur la question peut-être le complotisme et la communauté, est-ce que toi tu as déjà été confronté, enfin tu l'as évoqué tout à l'heure en début d'émission, comment est-ce que dans une communauté chrétienne, en église, comment est-ce qu'on peut gérer ça bien ? C'est des phénomènes un peu nouveaux peut-être. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, quand on est leader ou... Mais je pense que c'est très important de pouvoir en parler, d'ouvrir la discussion, le débat. Et puis si on sent qu'il y a justement peut-être des messages qui se passent entre différentes personnes de la communauté, de pouvoir en discuter. Pourquoi pas, si ça avait été le cas dans notre église, de faire une rencontre et puis d'expliquer les tenants, les aboutissants, les risques. Et puis en tout cas qu'on n'adhère pas du tout, mais qu'on aimerait plutôt encourager les gens à bénir les autorités, à leur faire confiance, à prier pour elles, à les remercier déjà aussi pour tout le travail qu'elles font au quotidien.
c'est ça. Le dialogue, hein, tu mets l'accent là-dessus. Et par rapport à ces problématiques, le complotisme, etc., est-ce que, Philippe l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a des passages dans la Bible, on a évoqué Romains 13, il y en a peut-être d'autres qui peuvent nous aider à nous positionner, en fait. Est-ce que la Bible, voilà, quand il y a une perte de la confiance, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça ? Alors moi j'ai trouvé quelques versets, donc c'est vrai il y a ce Romains 13 qui cite justement qu'on est soumis, appelé à être soumis aux autorités, mais il y a aussi 1 Timothée 2, 1 à 3 qui nous dit mais priez pour vos autorités, remerciez-les, remerciez Dieu pour les autorités. Donc quelque part ce soutien aux autorités il est vraiment aussi important, fondamental. Il y a aussi dans Jérémie 29, 7, alors ça c'était pendant le temps où le peuple juif était déporté en Babylone justement, ils étaient appelés à prier pour la prospérité de la ville et à bénir cette ville. Et là aussi, je crois que finalement, c'est aussi ce qu'on est appelé à faire, plutôt, c'est à bénir nos villes, à bénir la situation, les autorités, et puis à rester confiants qu'on va arriver ensemble à tenir bon, à se soutenir les uns les autres. Maintenant, Myriam, comment est-ce qu'on accompagne, vraiment, je dirais, dans un suivi sur la durée, quelqu'un qui a des idées complotistes, qui adhère à ce genre de thèse, de vision du monde? Comment est-ce qu'on peut accompagner ces gens-là? Alors je dirais que dans un premier temps, c'est très important d'être dans l'écoute et puis surtout dans le non-jugement, de pouvoir entendre finalement ce que la personne a vécu, ce qu'elle a cru. Parfois, ça peut avoir duré plusieurs mois, parfois même quelques années. Et puis je pense que c'est tellement important de pouvoir recevoir ça comme le vécu de la personne sans jugement. Après, c'est tout un travail aussi de déconstruction finalement de la pensée, des raisonnements et puis d'arriver à prendre du recul, d'arriver à essayer de voir finalement qu'est-ce que la personne a vécu, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a peut-être mis de côté et qu'est-ce qui l'a poussé finalement à croire et si longtemps peut-être ces thèses et adhérer. Et souvent, généralement, ils ont aussi des personnes qui leur disent « mais est-ce que vraiment tu t'en fais pas un peu trop, tu passes trop de temps ?» Donc des fois, c'est un peu comme réécouter aussi l'entourage, reprendre contact avec les gens, prendre conscience de tout ce que la personne, même finalement dans son vécu du quotidien, a peut-être mis de côté, que ce soit du sport, que ce soit des relations, que ce soit des choix de vie, et puis d'essayer de reconstruire tout ce qui a été finalement un peu... Aussi, on pourrait dire quelque part même détruit par une période peut-être assez intensive de consultation de sites de cet ordre. J'ai lu d'ailleurs des témoignages et j'ai été très touchée, même en novembre dernier, il y a des gens même en Australie qui disaient mais voilà, ils suivaient les émissions de Kanan ou les sites, les informations, mais c'était quand même un gros choc au départ. Ils ont eu besoin de pouvoir en parler avec d'autres, de trouver du soutien ou dans la famille, parce que quelque part, ça avait pris, mais ils disaient mais presque 80% de son temps. Il regardait tous les jours, il regardait les tweets, il répondait, il allait sur des réseaux sociaux. Donc ça peut prendre beaucoup de temps de la personne et tout d'un coup, elle est complètement comme mise à part. Il y en a qui disaient, mais même finalement, c'est comme sortir d'une secte que de lâcher ses thèses. Donc ça dépend bien sûr à quel degré la personne, elle s'est confrontée, elle a adhéré et pendant combien de temps. Ouais, merci. Philippe, un petit élément, quelque chose à rajouter sur comment discuter avec... Je pense que ce que dit Myriam est très important. La première chose à ne pas faire, c'est ne pas entrer frontalement dans le debunking des idées. Parce que ce n'est pas au niveau des idées que ça se joue, c'est au niveau des relations et de la confiance de la relation. Quelqu'un qui se positionne de manière, on va dire, vue de l'extérieur complotiste, et quelqu'un qui a un problème dans sa confiance, soit envers des institutions, soit envers un réseau dans lequel il est inscrit. Donc la première chose à regagner par cette forme d'écoute, c'est la confiance. La seconde, c'est laisser l'espace pour les émotions de s'exprimer, parce qu'il y a des choses qui sont profondes. On a dit tout à l'heure que le complotisme, c'est une forme de croyance, mais comme la foi, et c'est une question qui porte sur le sens. Simplement, elle a déraillé ici, c'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à des autorités qui, elles, peuvent nous garantir qu'on a accès à un monde plus large que celui qui est celui de nos sens et de notre petit entourage restreint. Et puis, ce n'est qu'après qu'on peut venir sur les idées. Et puis, un point qui est important, c'est que le complotisme est une forme de défiance à l'endroit des autorités, y compris dans l'Église. Ça peut également s'exercer à l'encontre des pasteurs, à l'encontre des responsables d'Église. Et ça, c'est le témoignage de beaucoup de pasteurs en Amérique du Nord. C'est-à-dire que face à des gens qui ont basculé du côté de Kaonan, des paroissiens ou des gens de leur communauté, ils sont démunis. Parce qu'ils essayent d'avoir une parole d'autorité, mais cette parole ne passe plus parce que la confiance a été sapée. Oui, hélas. À
À qui peut-on faire confiance dans ce monde si complexe? Philippe, brièvement, ensuite on conclura avec Myriam. À qui peut-on faire confiance, hein? C'est vraiment la confiance, c'est au cœur de ces problématiques, hein. Le doute va de pair avec la confiance. Généralement, on a des bonnes raisons de faire confiance et je pense que le premier sentiment devrait être le premier geste, celui de la confiance, tout en se disant que le doute, poser des questions, se mettre à s'interroger sur comment certaines données ont été acquises ou proposées, c'est tout à fait sain. Et il y a des relais pour ça, il y a des gens qui sont formés, il y a des institutions, ça vaut la peine de commencer par les écouter. Donc la première chose que je dirais, c'est dans notre société qui est hyper segmentée, hyper refermée sur certaines bulles en fait, sur Internet, ça vaut la peine de s'exposer à des informations qui nous dérangent un peu, qui nous grattent, pas dans le bon sens forcément, mais qui nous permettent d'accéder à une forme de vision plurielle de la société, même si on n'est pas en désaccord. Je pense que c'est important d'avoir un espace de désaccord, mais qui est respectueux de la pluralité. Ça, c'est une bonne hygiène, et ne pas s'enfermer avec des gens qui nous racontent tous la même chose et qui vont dans le sens de nos fantasmes. Excellent, ouais. Merci Philippe. Myriam, pour conclure, qu'on puisse adresser la question, on a beaucoup parlé de la confiance, hein, c'est vraiment un pilier, enfin un ressort de cette problématique, de ces questions-là. La confiance, donc aussi la confiance en Dieu, comment est-ce qu'on peut sainement se tourner vers Dieu, lui parler ou chercher des réponses vers lui par rapport à, aux questions qu'on peut se poser, aux inconnus qui sont devant nous, aux idées qui nous font peur, aux projections qui nous font peur? Comment est-ce qu'on peut... Alors je pense que de tout temps et à tout moment, on peut s'adresser à Dieu, on peut lui poser nos questions, on peut lui faire confiance. Lui, il ne change pas. D'ailleurs, je me disais, mais en nous écoutant, tous les gens qui... font des thèses aussi complotistes, peut-être qu'ils sourient aussi, peut-être qu'ils rigolent aussi, Dieu, de nous voir un peu discuter, réfléchir sur ces thématiques-là, mais je pense que lui, quelque part, il est ouvert à la question. Moi, j'aime bien aussi dans Job, parce que finalement, quand on vit des choses qui nous ébranlent, qui nous touchent au plus profond de notre être, même de notre chair, il est encore ouvert à écouter notre colère, nos doutes, nos questions, et puis je crois que quelque part, on peut continuer d'avoir un dialogue, et je crois que c'est même le plus important, parce que le risque un petit peu, c'est de se dire, peut-être mon pasteur, j'ai plus confiance. Le risque, ça serait d'aller encore plus loin, de se dire, mais finalement, j'ai plus confiance en Dieu non plus. Et là, alors, c'est comme s'il y a... Qu'est-ce qui reste alors? Mais je crois que finalement, lui, Dieu en tout cas, il est bien au-dessus de tout ça. Et puis, il est capable de nous prendre par la main, de nous relever et de nous aider aussi à voir un peu plus clair et à essayer d'éclaircir un petit peu toutes ces propositions d'information ou ces fake news qui nous sont données, et de nous accompagner aussi. Oui. Être à l'écoute, savoir peut-être se remettre en question. Merci beaucoup Philippe et Myriam, merci pour votre présence aujourd'hui. Être à l'écoute, oser se remettre parfois en question, comprendre que le monde est complexe, ne pas juger, accueillir aussi l'autre qui a peut-être des idées différentes de nous ou des vues complotistes, et puis savoir qu'effectivement, en haut, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui est présent, qui est à l'écoute, et à lui, assurément, on peut faire confiance. C'était One Talk Show, à bientôt, salut.